L'engouement croissant pour l'intelligence artificielle est-il en train de générer une bulle spéculative? Est-ce que cette bulle est sur le point d'éclater? Les grands patrons d'OpenAI et de Google, deux des plus gros joueurs de cette industrie, ont ouvertement évoqué la frénésie excessive qui entoure l'IA. Tels des pompiers pyromanes, ils disent craindre les effets de l'éclatement d'une éventuelle bulle. Bien sûr, on n'a pas de boule de cristal, mais il y a des signes inquiétants qui pointent à l'horizon. Jeff, on le voit depuis plusieurs mois à quel point l'idée ou la possibilité d'une bulle IA est partout sur le web. Il y a toutes sortes de commentaires là-dessus, d'analyses également. Ça ne peut pas sortir de nulle part. Qu'est-ce qui pousse les gens à parler de bulle d'IA? Bien, on voit qu'il y a beaucoup de frénésie chez les investisseurs qui engloutissent des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars dans cette industrie-là, en se disant que ça représente le futur. Donc, ils sont prêts à mettre autant de ressources dans l'industrie de l'intelligence artificielle. Et ça fait en sorte que les principales entreprises d'IA, leur valeur marchande explose. Et selon beaucoup d'observateurs, là, surtout depuis l'été, commencent à tirer la sonnette d'alarme en disant ça ne représente plus vraiment la réalité. On a aussi certaines personnes ont l'impression que l'IA génère beaucoup d'argent, que c'est profitable, que les revenus sont au rendez-vous. Est-ce que c'est le cas? Difficile à dire parce que, bon, les entreprises comme OpenAI ne sont pas cotées en bourse, donc ils n'ont pas à dévoiler leurs états financiers. Ce qu'on sait, là, c'est que OpenAI, en particulier, perd des sommes énormes d'argent. Selon des estimations, ils sont en passe de générer 12 milliards de revenus pour l'année 2025. Mais malgré ça, là, ils vont perdre 17 milliards de dollars. Donc, on voit que l'industrie a du mal à trouver une façon de monétiser les produits d'intelligence artificielle qui sont quand même prisés du public. OpenAI, qui a 650 millions d'utilisateurs mensuels, on voit que les gens aiment ça, l'utiliser. Les gens apprécient le robot conversationnel ChatGPT. Malheureusement, c'est seulement 5 à peu près des gens qui paient chaque mois pour utiliser ChatGPT. Et même dans le forfait pro à 200 $ par mois, ce qui est très, très cher, là, OpenAI perd de l'argent sur ces abonnements-là. On a parlé maintenant de la colonne des revenus. Parlons de la colonne des dépenses. C'est là où ça se joue en ce moment. Oui, bien c'est ça. Plusieurs personnes, en regardant cette industrie-là, se disent bien c'est normal de perdre des milliards de dollars avant d'être profitable. Des entreprises de la haute technologie comme Amazon, Facebook ou Uber ont tous perdu des sommes colossales d'argent avant de trouver une façon de devenir profitable. C'est vrai. Il y a une différence avec l'intelligence artificielle parce que c'est pas le même modèle d'affaires. Donc, si on prend une entreprise comme Facebook, par exemple, plus les gens passent de temps sur Facebook, plus l'entreprise fait des revenus parce qu'elle monte des publicités. Ces coûts vont monter un peu. Bon, ils vont devoir acheter des centres de données pour héberger les images, par exemple, ou faire fonctionner le système, ou peut-être engager des employés pour surveiller la plateforme. Mais les revenus explosent plus vite que les dépenses. Avec l'intelligence artificielle, c'est un peu le contraire. Plus les gens l'utilisent, plus ça leur coûte de l'argent. Il faut se rappeler, chaque fois qu'on utilise, par exemple, ChatGPT, qu'on envoie une commande, cette commande-là est envoyée dans des centres de données qui doivent traiter la demande. Ça coûte beaucoup d'énergie, ça coûte beaucoup en infrastructure pour bâtir ces centres de données-là. Ces coûts-là sont en explosion. Il y a eu une analyse de JP Morgan, la firme d'investissement, qui a été publiée en novembre. Et à terme, l'industrie de l'IA va devoir engloutir 5 000 milliards de dollars pour bâtir des centres de données, tout simplement pour faire fonctionner ces systèmes-là. Selon leur estimation, juste OpenAI, au cours de la dernière année, là, a signé des ententes pour bâtir des centres de données de 1 000 milliards de dollars, alors qu'on vient de le dire, là, l'entreprise est en passe de perdre 17 milliards de dollars cette année. Donc, tout cet investissement d'infrastructure-là, quand on parle que les revenus ne sont pas au rendez-vous, on a peine à voir comment l'industrie va être capable de les financer. C'est ça, c'est un peu comme la quadrature du cercle. Avec ce que tu viens de nous dire, on a la difficulté à comprendre comment tout ça est soutenable dans le temps, mais il y en a qui en profitent. Il y a un grand gagnant là, en ce moment, c'est l'entreprise NVIDIA. Ceux qui jouent à des jeux vidéo la connaissent bien. C'est une entreprise qui faisait des cartes graphiques pour faire fonctionner les jeux vidéo. Mais ces cartes graphiques-là servent à faire fonctionner l'intelligence artificielle, non seulement entraîner les modèles, mais les faire fonctionner. Cette entreprise-là est maintenant l'entreprise qui vaut le plus cher au monde, plus de 5 000 milliards de dollars. Son cours en bourse a explosé au cours des 2 dernières années parce que tout le monde s'arrache les micropuces d'NVIDIA pour construire des centres de données, pour faire fonctionner l'intelligence artificielle. C'est un élément clé, là. Mais là, il y a eu des sonnettes d'alarme au cours de l'été où NVIDIA s'est mis à signer des ententes avec des partenaires de l'intelligence artificielle et
On voit que c'est un peu circulaire. Il y a ce graphique-là qu'on a vu beaucoup circuler au cours des derniers mois où on voit NVIDIA au centre d'une industrie qui a la forme d'une bulle. On peut le voir en graphique. Mais ce qui arrive, c'est que NVIDIA signe des ententes avec des entreprises qui, elles, se mettent à acheter des puces d'NVIDIA. Au cours de 2025, NVIDIA a annoncé vouloir investir 100 milliards de dollars dans OpenAI. OpenAI, de son côté, décide de signer une entente de 22 milliards de dollars avec une entreprise qui s'appelle CoreWeave pour gérer des centres de données. Et puis là, NVIDIA, elle, investit 6,3 milliards de dollars dans CoreWeave, mais CoreWeave, de son côté, achète des centaines de millions de dollars de puces de NVIDIA. Donc, l'argent tourne un peu en rond. Certains diraient, par contre, que c'est une industrie qui se bâtit. Les gros joueurs sont les seuls qui ont accès aux ressources pour pouvoir financer ça. Donc, c'est normal que les entreprises font des affaires entre elles. Reste que depuis l'été, là, ou au cours des derniers mois, on voit de plus en plus d'observateurs tirer la sonnette d'alarme puis dire dans les médias financiers, attention, peut-être que l'industrie est surévaluée pour le moment. C'est un refrain qu'on entend de plus en plus souvent, nous, l'importance d'en parler, toi et moi, mais on a voulu élargir la discussion avec un gestionnaire de portefeuille. Simon Plante, bonjour, bienvenue au Décrypteur. Merci. On va essayer de débroussailler tout ça. L'histoire de la bulle, là, on s'en fait parler semaine après semaine. Est-ce qu'il y a du vrai là-dedans, d'après ce qu'on peut observer dans l'industrie de l'intelligence artificielle, qui est composée de gros joueurs, mais de plus petits joueurs aussi? Il y a un engouement. Puis on voit des sociétés en marge qui disent qu'ils vont participer grandement, justement, à l'implantation de l'intelligence artificielle. Puis il y a un nom qui me vient à l'esprit, c'est une société qui s'appelle Oklo, c'est une société d'énergie nucléaire qui n'a pas un contrat nucléaire, qui n'a pas encore $1 de vente. Puis cette société-là, en bourse, est passée de 0 à 20 milliards de dollars, 20 milliards de valorisation, sans même avoir fait $1 de vente. Et là, c'est là qu'on voit des comportements où la valeur d'une entreprise est totalement démesurée aux attentes économiques des prochaines années. Parlons d'OpenAI, qui est quand même un joueur incontournable dans le portrait en ce moment, 700-800 millions d'utilisateurs pour ChatGPT, et une compagnie qui attire beaucoup d'investissements, mais qui, dit-on, fait peu de profit pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelque chose de durable là-dedans? Il me semble qu'il y a un petit problème, là. Bien, il faut surveiller parce que OpenAI n'a pas la posture avantageuse d'avoir déjà une société établie avec les coffres remplis puis un autre modèle d'affaires qui amène un flux de trésorerie pour justifier ces investissements-là. Donc, elle doit constamment lever des fonds auprès des investisseurs pour respecter ses grands engagements qu'elle a pris dans les prochaines années. Maintenant, les investisseurs, ils ont toujours le choix d'investir ou pas avec OpenAI. Puis je fais un petit parallèle avec la bulle technologique. Une des premières sociétés qui était inscrite en bourse dans la première phase de la bulle technologique, c'était Netscape. Donc, c'était le premier à être au marché avec un système d'exploration Internet. Mais c'est pas lui qui a gagné la course. Donc, OpenAI est le premier dans la course avec son système de LLM. Mais ce que c'est elle qui va gagner, c'est qu'à chaque semaine, elle doit s'assurer d'avoir un avantage compétitif pour convaincre ses investisseurs que c'est la société qui peut gagner. Tant qu'elle tient cette promesse-là, je suis convaincu qu'il va y avoir des investisseurs au rendez-vous. Mais si c'est menacé, ça peut être un défi pour elle. Puis ça, ce que ça va être dans 3 ans, dans 2 ans, il n'y a personne qui le sait. OK. Fait que ce que vous nous dites finalement, c'est qu'OpenAI, au final, peut peut-être perdre son pari, mais il y en aura d'autres finalement qui vont remporter la mise, qui vont... Il y aura un gagnant ultimement, mais personne n'est capable de l'identifier. L'autre chose qu'on voit beaucoup quand il est question de la bulle IA ou de l'hypothétique bulle IA, parce qu'on n'y est pas encore, là, c'est la référence à la bulle technologique du début des années 2000, qui a éclaté avec énormément de dommages pour l'économie quand même. Rappelez-nous d'abord, c'était quoi la bulle technologique? Bien, c'était l'arrivée ça s'est fait graduellement. Tu sais, à partir de 1995, en bourse, on a commencé à avoir cette euphorie-là. Donc, la bulle s'est graduellement accentuée pour éclater jusqu'en mars de l'année 2000. Puis, l'idée, c'était que l'Internet allait révolutionner le commerce. Puis, il y a eu un engouement pour ça. Par contre, il fallait bâtir l'infrastructure. Et là, les grandes sociétés technologiques de l'époque ont investi massivement, puis il n'y avait pas la même rentabilité que les sociétés technologiques aujourd'hui. Ils empruntaient des institutions financières, des investisseurs, des fournisseurs. Et quand on a vu que cette rentabilité-là n'était pas sur le moment au rendez-vous, bien évidemment, les créanciers se présentent, puis on a eu des enjeux. Puis c'est là que la bulle, elle a drastiquement chuté, qui a amené une baisse qui a pris des années au Nasdaq, l'indice principal technologique, à pouvoir rattraper ce recul-là qu'on avait subi à l'époque. Ce que je décode dans ce que vous dites, c'est que le parallèle a ses limites.
que des compagnies maintenant comme Meta ou Google qui ont un trésor qui est plus important que certains États, on les rend assez solides pour tenir le coup, c'est ça? Exactement. Le parallèle, il a sa place pour l'engouement pour la thématique. Puis c'est vrai qu'en marge, il y a de la spéculation. Mais les grands moteurs de l'investissement en IA, c'est des sociétés totalement différentes qu'on avait à l'époque. C'est des sociétés qui sont extrêmement rentables, qui ont la capacité d'investir. Maintenant, la question, c'est est-ce que ces investissements-là vont être nécessairement rentables pour ces sociétés-là? Ça, c'est la question qu'on se pose parce qu'on ne connaît pas encore les produits finaux, puis la capacité de les commercialiser. Mais même dans ces scénarios-là où il peut y avoir des défis, on a quand même des sociétés qui ont des reins solides, qui peuvent absorber des chocs d'une manière totalement différente, de manière plus robuste que ce qu'on a vécu durant la bulle technologique des années 2000. Imaginez là, Meta ou Alphabet, ces sociétés-là, tout d'un coup, là, les dizaines de milliards qui ont investi en IA, ça ne se matérialise pas par des produits qui sont capables de commercialiser aussi vite. Bien, il y a encore leur modèle d'affaires qui existe. On ne peut pas enlever Alphabet, prenez juste Alphabet, que ce soit Waymo avec le véhicule automatique, l'automatisation du véhicule, que ce soit YouTube, les engins de recherche, son modèle est toujours présent. Donc, ces sociétés-là sont en train de se métamorphoser pour une nouvelle phase de la technologie, mais ils ont encore des modèles d'affaires actuels qui sont présents. C'est pour ça que je dis qu'ils sont capables de subir cet impact-là sur les marchés. La santé financière, c'est un oxygène pour une entreprise. Puis ces grandes entreprises-là, ils ont suffisamment d'oxygène pour le moment. Et puis, à elles seules, elles peuvent suffire pour supporter, pour soutenir cette industrie. S'il y en a plein d'autres qui tombent à côté parce qu'ils ont pas assez les reins solides. Tout dépend de la vision de ces entreprises-là, mais ils ont la capacité d'avoir la patience de leurs ambitions, d'investir pour la prochaine décennie jusqu'à temps que ce modèle-là fonctionne, puis versus d'autres qui n'auront pas cette capacité-là, justement, d'attendre aussi longtemps. Simon Plante, merci beaucoup. Merci. À la prochaine.